William Scott rentra chez lui sans prévenir. Personne ne savait qu'il était de retour. La maison était silencieuse, comme elle l'avait été depuis 18 mois. Mais soudain, il entendit quelque chose. Des sons provenant de quelque part à l'intérieur. Son cœur s'emballa. Il ne savait pas ce que c'était. Il avança vers le bruit, les mains tremblantes. Cela venait de la cuisine. Il poussa la porte et ce qu'il vit lui coupa le souffle. William Scott était milliardaire, promoteur immobilier à Paris, autodidacte. Il transformait des immeubles anciens en résidences de luxe valant des centaines de millions d'euros. Tout ce qu'il touchait semblait devenir de l'or. Mais l'argent ne pouvait pas lui rendre ce qu'il avait perdu. Sa femme Catherine était morte dans un accident de voiture. Un conducteur ivre avait grillé un feu rouge près de l'avenue Kléber. Elle était partie sur le coup. William se trouvait à Dubaï pour conclure un contrat de 200 millions d'euros quand il avait reçu l'appel. À ses funérailles, quelque chose s'était brisé à l'intérieur de ses 3 filles. Marie, Edith et Michel, 4 ans des triplés identiques, boucles blond miel yeux verts. Elles avaient arrêté de parler toutes les 3 au même moment. Marie récitait autrefois des comptines. Edith demandait pourquoi à tout. Michel inventait des chansons dans le bain. Maintenant, plus rien. Le silence. 18 mois de silence absolu. Pas un mot, pas un rire, pas un cri. Juste 3 petites filles qui se tenaient la main en fixant le vide comme des fantômes. William avait dépensé des millions pour essayer de réparer cela. Psychologue pour enfants, spécialiste venu de Londres, thérapie en série. Il les emmena à Disneyland Paris, à Nice dans les Alpes. Il leur acheta des chiots, leur fit construire une cabane dans le jardin. Rien n'y fit. Les filles restaient enfermées en elles-mêmes silencieuses ensemble, comme si elles avaient passé un pacte avec le chagrin. Alors William fit ce que font les hommes brisés. Il s'enfuit. Il se réfugia dans le travail, journée de 16 heures déplacement toutes les 2 semaines, Singapour, Londres, Dubaï. Parce que rester dans cette maison lui donnait l'impression d'étouffer. Sa propriété à Versailles comptait 12 chambres, une piscine à débordement, un court de tennis, une salle de cinéma privée. Mais c'était l'endroit le plus solitaire du monde. Un soir, Martha, la gouvernante en chef qui travaillait pour la famille depuis 20 ans, s'approcha de lui. « Monsieur Scott, je n'y arrive plus toute seule. La maison est trop grande. Les filles ont besoin de plus d'aide que ce que je peux leur offrir. Puis-je engager quelqu'un? » William leva à peine les yeux. « Engagez qui vous voulez, Martha. » 3 jours plus tard, Manon Hartmann franchit la porte d'entrée. 30 ans, originaire de Montreuil, elle étudiait l'éducation de la petite enfance le soir, tout en élevant son neveu adolescent. Sa sœur était morte 2 ans plus tôt. Elle comprenait le deuil. Elle savait ce que cela faisait de continuer à respirer quand son cœur était brisé. William aperçut Manon une seule fois dans le couloir. Elle portait des produits ménagers. Elle hocha la tête. Il ne la regarda même pas. Mais ses filles, elles la remarquèrent. Manon n'essaya pas de les réparer. Elle ne les força pas à parler, ni à sourire. Elle était simplement là, chaque jour pliant le linge fredonnant de vieilles berceuses françaises, en travaillant nettoyant leur chambre, présente patiente. Et peu à peu, les petites commencèrent à s'approcher. La première semaine, Marie observait depuis l'embrasure de la porte, pendant que Manon faisait les lits, puis Edith, puis Michel. La 2e semaine, Manon fredonnait doucement en rangeant les jouets. Michel s'approcha juste pour écouter. La 3e semaine, Marie laissa un dessin au crayon sur le linge propre, un papillon jaune. Manon le ramassa comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle sourit et le scotcha au mur. « C'est magnifique, ma chérie, » murmura-t-elle. Et les yeux de Marie vacillèrent. Juste un peu.
Semaine après semaine, quelque chose se produisait, quelque chose de discret, de sacré, quelque chose que William ne voyait jamais parce qu'il n'était jamais à la maison. Les filles commencèrent à chuchoter à Manon, puis à parler en phrases complètes, puis à rire pendant qu'elle pliait les serviettes. Au bout de 6 semaines, elle chantait à nouveau. Manon ne l'annonça pas. Elle les aimait simplement doucement, patiemment, comme on arrose un jardin, en faisant confiance à Dieu pour la croissance. William n'avait aucune idée que ses filles revenaient à la vie. Il était à Singapour pour conclure un énorme contrat, épuisé, stressé. Il n'était pas censé rentrer avant 3 jours. Mais quelque chose en lui dit rentre. Il n'appela pas. Il réserva un vol et partit. Lorsqu'il poussa la porte d'entrée, la maison était silencieuse. Comme toujours, il ne s'attendait à rien d'autre. Mais alors, il entendit quelque chose. Des sons. Son torse se serra. Il resta figé dans l'entrée à écouter. Ce n'était pas possible. La maison était silencieuse depuis 18 mois, et pourtant, les sons étaient réels. Des rires d'enfants. Les mains de William se mirent à trembler. Son cœur battait à tout rompre. Il ne comprenait pas. Il avança plus vite dans le couloir suivant le bruit. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Cela venait de la cuisine. Il atteignit la porte. Sa main trembla lorsqu'il la poussa. Et ce qu'il vit à l'intérieur arrêta son monde entier. La lumière du soleil inondait la cuisine vive chaude, ce genre de lumière qui donne l'impression que tout est vivant. Michel était assise sur les épaules de Manon, ses petites mains emmêlées dans les cheveux de la jeune femme, riant aux éclats. Marie et Edith étaient assises pieds nus sur le comptoir près de l'évier, les jambes se balançant, les visages illuminés. Elles chantaient réellement, chantaient « You are my sunshine ». Leur voix remplissait la pièce comme une musique que William avait oublié d'exister. Manon pliait de petites robes, colorées, fredonnant avec elles, souriant, comme si tout cela était la chose la plus naturelle du monde. Les filles portaient des tenues magenta assorties. Leurs cheveux étaient à brosser, leurs joues rosies par la joie. Elles semblaient vivantes. William resta figé dans l'embrasure de la porte. Sa mallette avait dû tomber quelque part derrière lui. Il ne pouvait plus bouger, plus respirer. Ses filles parlaient, riaient, chantaient. Pendant 3 secondes, quelque chose en lui se fissura. Un soulagement si puissant qu'il crut que sa poitrine allait s'effondrer. De la gratitude, de la joie, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de Catherine. Comme si peut-être Dieu ne les avait pas oubliés. Puis Michel cria « Plus fort, Manon chante, plus fort !» Et quelque chose bascula. William ne comprit pas. Il ne put le nommer, mais cela monta vite, chaud, violent. La jalousie, la honte, la colère. Cette femme, cette étrangère, avait fait ce qu'il n'avait pas su faire. Elle avait ramené ses filles d'entre les morts. Pendant qu'il concluait des contrats à travers le monde, elle était ici, les aimant, les guérissant, étant le parent qu'il aurait dû être. Et il la détesta pour cela. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Sa voix explosa dans la cuisine comme un coup de feu. Le chant s'arrêta net. Aussitôt, le visage de Michel se déforma. Manon trébucha les mains tremblantes en soulevant doucement la fillette de ses épaules pour la reposer au sol. Marie et Edith se figèrent sur le comptoir, leurs jambes cessant de se balancer. « Monsieur Scott, je… » La voix de Manon était calme, posée, mais William voyait qu'elle tremblait. « C'est complètement inapproprié », lança William, la voix cassée. « Je vous ai engagé pour faire le ménage, pas pour jouer à vous déguiser et transformer ma cuisine en une sorte de garderie. » Manon baissa les yeux. « Je passais juste du temps avec elle, monsieur. Elle… Je ne veux pas l'entendre. »
Le visage de William était rouge, ses poings serrés le long de son corps. Mettre mes filles sur le comptoir, les porter comme ça. Et si l'une d'elles était tombée? Si quelque chose était arrivé? Rien n'est arrivé, monsieur. J'ai fait attention. Vous êtes renvoyé. Le mot sortit froid, définitif. Faites vos bagages. Partez maintenant. Manon resta immobile un moment, ses mains agrippées au bord du comptoir. Ses yeux étaient humides, mais elle ne protesta pas. Elle ne supplia pas. Elle hocha simplement la tête. « Oui, monsieur. » Elle passa devant William, la tête haute, les épaules droites, les larmes glissant silencieusement le long de ses joues. Les filles ne firent aucun bruit. Elles descendirent du comptoir lentement, prudemment, se tenant les mains. Leur visage était vide et éteint, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur d'elles. Elles regardèrent leur père, vraiment regardé, et William le vit. La peur. Elles avaient peur de lui. La lèvre de Marie trembla, mais aucun son n'en sortit. Édith serra plus fort la main de ses sœurs. Les yeux de Michel se remplirent de larmes, qui coulèrent silencieusement le long de ses joues. Puis elles se tournèrent et sortirent de la cuisine ensemble, main dans la main, leurs pieds nus, glissant doucement sur le sol. La pièce retomba dans le silence. William resta seul. Les petites robes vives que Manon pliait étaient toujours sur le comptoir. La lumière du soleil, si chaleureuse, quelques instants plus tôt, semblait maintenant dure accusatrice. Ses jambes se dérobèrent. Il s'agrippa au comptoir pour se stabiliser. « Qu'est-ce que je viens de faire? » Sa voix n'était qu'un souffle. La maison était redevenue silencieuse, comme elle l'avait été pendant 18 mois, froide, morte, vide. William s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Et pour la première fois depuis les funérailles de Catherine, il sentit tout le poids de ce qu'il était devenu. Pas un père, un destructeur. Ce soir-là, William était assis seul dans son bureau. La pièce était sombre, sauf pour la lampe sur son bureau. Un verre de scotch intact reposait dans sa main. Il fixait une photo posée sur l'étagère. Catherine qui riait tenant les filles quand elles étaient bébés. Toutes les trois enveloppées dans ses bras, son sourire si lumineux qu'il faisait mal à regarder. « Qu'est-ce que j'ai fait, Catherine? » Sa voix se brisa. « Pourquoi j'ai fait ça? » Le silence pesait dans chaque coin de la maison, lourd, suffocant. Un léger coup frappa à la porte. « Monsieur Scott. » La voix de Martha, douce mais ferme. « Puis-je entrer? » « Oui. » Elle entra lentement, referma la porte. Elle n'avait pas apporté de thé cette fois. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, les bras croisés, le regardant comme une mère regarde un enfant qui a fait quelque chose de terriblement grave. Elle parlait, Monsieur Scott. William leva les yeux. « Quoi? Vos filles. » Elle parlait à Manon. Sa poitrine se serra. « Je sais, Martha. Je les ai vues aujourd'hui. » « Non. » Martha secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Ce n'était pas juste aujourd'hui. Elle parle depuis 6 semaines. » Le verre glissa de la main de William. Il ne se brisa pas, se renversa seulement sur le bureau, le scotch se répandant sur le bois. Il ne bougea pas pour le nettoyer. 6 semaines. Oui, monsieur. Des phrases complètes, des histoires, des chansons. Manon les a ramenées petit à petit chaque jour. Les mains de William recommencèrent à trembler. 6 semaines. Comment? Pourquoi personne ne m'a rien dit? La voix de Martha était douce, mais tranchante. Vous n'étiez jamais là pour qu'on vous le dise, monsieur Scott. Il se couvrit le visage de ses mains. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Martha, j'ai tout détruit. J'ai détruit tout ça en 10 secondes. Oui, monsieur. Les mots restèrent suspendus entre eux.
Pas de réconfort, juste la vérité. La voix de William sortit brisée. Quel genre de père suis-je? Mes filles guérissaient. Elles guérissaient réellement, et je n'en avais aucune idée. J'ai passé tellement de temps à fuir cette maison que je n'ai même pas remarqué qu'elle revenait à la vie. Martha s'approcha, sa voix plus douce encore. « Monsieur Scott, comprenez-vous ce que vous avez fait aujourd'hui? » Ces petites filles faisaient confiance à Manon. Elles s'étaient ouvertes à elle, et vous leur avez montré que quand on a peur ou qu'on est perdu, on blesse les gens qu'elles aiment. William leva la tête, les yeux rouges. Je ne réfléchissais pas. Je les ai vues tellement heureuses avec elles, et j'ai senti que je ne comptais plus, que j'avais été remplacé. Alors vous avez tout détruit. Oui. Un murmure. Je l'ai détruit. Martha décroisa les bras. Et maintenant, que comptez-vous faire? Je dois m'excuser auprès de Manon, auprès des filles, je dois réparer ça. S'excuser est un début, mais ces filles n'ont pas besoin de vos mots, Monsieur Scott. Elles ont besoin de vous vraiment. Pas de l'homme qui travaille 80 heures par semaine et jette de l'argent sur les problèmes. Elles ont besoin de leur père. William hocha lentement la tête. Je parlerai à Manon demain matin. Je lui demanderai de revenir. Je vais arranger ça. Martha le regarda longuement, puis elle se dirigea vers la porte. Je l'espère, monsieur. Pour elle. Elle le laissa là dans le noir. William fixa à nouveau la photo de Catherine. Le visage des filles si petites, si innocentes. Il les avait laissées tomber. Il avait laissé tomber Catherine. Il s'était laissé tomber lui-même. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour essayer encore. Le lendemain matin, William fit appeler Manon dans son bureau. Elle entra silencieusement, la tête baissée, les mains jointes devant elle. Elle portait le même uniforme, la même dignité, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. « Asseyez-vous, Manon. » Elle s'assit au bord de la chaise, le dos droit, attendant. William s'éclaircit la gorge. « Manon, je tiens à m'excuser. Ce que j'ai dit hier, la manière dont je vous ai parlé, c'était totalement inacceptable. Je ne savais pas que les filles avaient recommencé à parler. Martha m'a dit hier soir que j'avais tort. » Manon ne répondit pas. « Vous n'avez rien fait d'inapproprié. Vous preniez soin d'elle d'une façon que je... » Sa voix se brisa. « D'une façon que je n'ai pas su faire, et je suis vraiment désolé. » Elle leva alors les yeux. Ses regards étaient de calme clair. « Puis-je parler librement, Monsieur Scott? » « Bien sûr. Vous ne m'avez pas seulement renvoyé hier, vous m'avez humilié, devant 3 petites filles qui me faisaient si confiance. Vous leur avez montré que les gens comme moi ne comptent pas, que quand vous êtes perdu ou effrayé, vous faites du mal aux autres. » William tressaillit. Manon se leva. « Je connais ma place, monsieur. Je suis la gouvernante. Je nettoie, je plie le linge. Mais ces petites filles, elles sont devenues mon cœur. Et vous avez brisé cela devant elles. Manon, s'il vous plaît, je ne reviendrai pas, Monsieur Scott. Pas parce que vous me renvoyez, mais parce que je ne peux pas rester dans un endroit où l'amour est puni. » Elle marcha vers la porte. William se leva d'un bond. « S'il vous plaît, mes filles ont besoin de vous. » Manon se tourna la main sur la poignée. « Vos filles ont besoin de leur père. Monsieur Scott, commencez peut-être par là. » Et elle quitta la pièce. 1 heure plus tard, Martha retrouva William toujours assis à son bureau. « Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? » dit-il, sans lever les yeux. « Non, monsieur, elle ne reviendra pas. » William frappa le bureau du poing. « Je sais, Martha, je sais que j'ai tout gâché. » Martha croisa les bras. « Alors, allez la chercher. » « Comment? »
de la même manière que vous courez après vos contrats avec humilité et rapidité. William la regarda vraiment, puis se leva. Où habite-t-elle? Martha hésita. Monsieur Scott. S'il vous plaît, Martha, je dois essayer. Elle soupira. Montreuil, je vais vous donner l'adresse. Cet après-midi-là, William se rendit en ville. L'adresse le mena à un petit immeuble modeste, dans une rue étroite, trottoir fissuré, peinture écaillée, un monde loin de Versailles. Il monta au 3e étage et frappa. Un adolescent ouvrit la porte, grand regard méfiant. Ses yeux descendirent le long du costume coûteux de William, de ses chaussures parfaitement cirées, et sa mâchoire se resserra. « Oui, je cherche Manon Hartman. Habite-t-elle ici? » Le regard du garçon se durcit. « Qui demande? »« Je m'appelle William Scott. J'étais son employeur. Je dois lui parler. » « Vous êtes le type qui l'a viré. » La gorge de William se serra. « Oui, j'ai fait une erreur. Je dois m'excuser. » Le garçon avança d'un pas bloquant l'entrée. « Vous l'avez fait pleurer, mec. Vous l'avez humilié devant des gamines. Et maintenant vous venez ici comme si vous pouviez tout arranger. Je sais que je lui ai fait du mal. C'est pour ça que je suis là. S'il te plaît, 5 minutes. Elle ne veut pas vous voir. S'il te plaît. » La porte se referma. William resta là fixant la peinture écaillée, les mains serrées puis relâchées. Il n'avait jamais été rejeté ainsi. Jamais une porte ne s'était refermée sur lui. Dans son monde, l'argent ouvrait tout. Ici, il ne valait rien. Il réessaya le lendemain. Martha lui avait donné une autre adresse chez la sœur de Manon, à Aubervilliers, un autre immeuble modeste, dans un quartier où son costume le faisait ressortir comme quelqu'un qui n'appartenait pas là. Il frappa. Une femme d'une 40aine d'années ouvrit. Un bébé sur la hanche. Elle avait l'air épuisée. « Je peux vous aider? Je cherche Manon Hartman. On m'a dit qu'elle pouvait être ici. » Le visage de la femme changea. Reconnaissance, puis quelque chose de plus froid. « Vous êtes le riche qui lui a crié dessus. » William baissa la tête. « Oui, je dois lui parler pour m'excuser. » Elle ne veut pas vous parler. « S'il vous plaît, laissez-moi juste lui expliquer. » Manon appela la femme par-dessus son épaule. « Il y a quelqu'un pour toi. » Des pas approchèrent, puis Manon apparut dans l'embrasure de la porte derrière sa sœur. Quand elle vit William, son visage devint impassible. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Scott? »« Parlez, s'il vous plaît. »« Il n'y a rien à dire, monsieur Scott. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je vous ai blessé, mais mes filles, elles n'ont pas parlé depuis votre départ. Elles sont retombées dans le silence. J'ai détruit la seule chose qui leur faisait du bien depuis la mort de leur mère. » La mâchoire de Manon se contracta. « Ce n'est pas ma responsabilité. Je sais que ça ne l'est pas. Mais je ne suis pas ici en tant que patron. Je suis ici en tant que père qui a échoué ses enfants, et je vous supplie de l'aider. » Manon détourna le regard, les yeux brillants. William sortit de sa veste une petite boîte en carton. Ses mains tremblaient en l'attendant. Les filles ont fait ça. Martha l'a trouvée cachée dans leur salle de jeu. Manon hésita, puis prit la boîte. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, 3 dessins chacun, étiquetés d'une écriture tremblante. Manon, un papillon jaune, un arc-en-ciel, un cœur avec des bonshommes se tenant la main. Et dessous, un papier plié. Manon le déplia. Les mots écrits au crayon de couleur étaient grands et irréguliers. « Reviens s'il te plaît. On t'aime. » La main de Manon se porta à sa bouche. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Elles ont dessiné ça pour vous, » dit William doucement. Chaque soir avant de dormir, Martha les trouvait sous l'oreiller de Marie.
Manon serra la boîte contre elle, les épaules secouées. La voix de William se brisa. « Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de les sauver. Parce que moi, je n'y arrive pas. » Manon resta là, tenant la boîte, les larmes roulant sans qu'elle les essuie. Elle fixait les dessins comme s'ils lui brisaient le cœur une seconde fois. William attendit. Il ne la pressa pas. Il ne parla pas. Pour la première fois depuis des années, il attendit simplement. Enfin, Manon leva les yeux. Sa voix sortit épaisse d'émotion. « Monsieur Scott, William, ce que vous avez fait m'a blessé. Pas seulement moi, eux aussi, je sais. Vous leur avez fait croire que m'aimer était mal, que le bonheur était quelque chose dont il fallait avoir honte. » La gorge de William se serra. J'étais en colère contre moi, pas contre vous. Je les ai vues vivantes à nouveau et j'ai compris. Sa voix se brisa. J'ai compris qu'une étrangère avait fait ce que leur propre père n'avait pas su faire. Et au lieu d'être reconnaissant, j'ai tout détruit. Manon essuya ses larmes du revers de la main. Comprenez-vous ce qu'il a fallu, assez petite pour me faire confiance, pour s'ouvrir à moi? Elles sont restées silencieuses pendant 18 mois. Et en un seul instant, vous leur avez appris que les gens partent, que l'amour n'est pas sûr. Je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Je vous le jure. » Elle baissa les yeux vers les dessins. Le papillon de Marie, l'arc-en-ciel d'Édith, les bonshommes de Michel, se tenant la main. Sa sœur s'avança, le bébé toujours sur la hanche. « Manon, tu ne lui dois rien. Je sais. » La voix de Manon n'était qu'un souffle. « Mais je leur dois à elle. » Elle regarda de nouveau William. « Si je reviens, et je dis bien si, alors les choses doivent changer complètement. Tout. Dites-le, je l'exige. » William hocha la tête. « Vous ne pouvez plus travailler 80 heures par semaine. Vous ne pouvez plus prendre l'avion tous les 15 jours pendant que vos filles grandissent sans vous. Si je dois les aider à guérir, vous devez en faire partie. Vraiment partie. » William acquiesça. « Je vais tout réorganiser, travailler de la maison, réduire mes voyages. » Je ne parle pas de réduire, Monsieur Scott. Les yeux de Manon étaient désormais stables, fermes. Je parle d'être là, présent au petit déjeuner au coucher, pendant les jours difficiles où elle pleure sans comprendre pourquoi. Vous ne pouvez pas réparer cela à distance. Je comprends. Vraiment. Elle fit un pas vers lui. Parce que je ne reviendrai pas pour vous regarder briser encore leur cœur. Je ne serai pas celle qui ramasse les morceaux pendant que vous êtes à Singapour pour conclure des contrats. » William sentit tout le poids de ce qu'elle demandait. Toute sa vie, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il était devenu, tournait autour du travail, du succès, du contrôle. Et elle lui demandait de lâcher prise. « Je ne sais pas si je sais faire ça, » avoua-t-il doucement. « Je ne sais pas comment, simplement arrêter. » Le visage de Manon s'adoucit. « Juste un peu. Alors vous apprendrez, de la même manière que ces petites apprennent à refaire confiance un jour après l'autre. » Le silence s'installa entre eux. William la regarda. Cette femme qui n'avait rien en comparaison de sa richesse, qui avait perdu sa sœur, qui élevait un neveu, tout en travaillant et en étudiant, qui avait aimé ses filles sans rien demander en retour. Et il comprit quelque chose. Elle était plus forte que lui ne l'avait jamais été. « Si vous revenez, » dit William lentement, « je serai là. Je vous le promets, quoi qu'il faille. » Manon étudia son visage un long moment, cherchant quelque chose, la vérité peut-être, ou la sincérité. Enfin, elle hocha la tête. « 1 semaine. Donnez-moi 1 semaine pour y réfléchir. » Manon, 1 semaine, Monsieur Scott. C'est tout ce que je demande. Si vous êtes vraiment sincère, vous pourrez attendre 7 jours. Elle lui rendit la boîte. Gardez ça. Montrez-la aux filles. Dites-leur que je l'ai vue. Dites-leur
Sa voix se brisa. « Dites-leur qu'elles me manquent aussi. » Puis elle recula et la porte se referma doucement. William resta dans le couloir, tenant la boîte de dessin, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir et la terreur. Il rentra vers Versailles en silence. La boîte reposait sur le siège passager. Il n'arrêtait pas d'y jeter un regard. 3 dessins, 3 déclarations d'amour d'enfant qui avaient réappris à parler, puis réappris à se taire à cause de lui. Quand il gara sa voiture dans l'allée, la maison se dressa devant lui. 12 chambres, tout cet espace, tout ce vide. Il resta longtemps assis avant d'entrer. Martha l'attendait à la porte. Elle ne demanda rien. Elle regarda simplement la boîte dans ses mains et hocha la tête. « Elles sont dans la salle de jeu, » dit-elle doucement. William monta les escaliers lentement. Chaque marche était plus lourde que la précédente. Arrivé devant la porte, il s'arrêta. À travers l'entrebâillement, il les vit. Marie, Edith et Michel, assises par terre en petit cercle se tenant les mains. Elles ne jouaient pas, ne dessinaient pas. Elles restaient simplement là, fixant le vide comme elles l'avaient fait pendant 18 mois avant que Manon n'arrive. William poussa doucement la porte. Les 3 filles levèrent les yeux. Leurs visages ne changèrent pas. Pas de sourire, pas de peur. Juste rien. « Salut les filles. » Sa voix sortit plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elles ne répondirent pas. Il s'avança et s'assit par terre en face d'elles, pas trop près. Il ne voulait pas les effrayer. « Je suis allé voir mademoiselle Manon aujourd'hui. » Les yeux de Marie frémirent à peine. William leva la boîte. « Elle voulait que je vous rende ça. Elle a vu vos dessins, ceux que vous avez faits pour elle. » La main de Michel se resserra autour de celle de sa sœur. « Elle voulait aussi que je vous dise quelque chose. » La gorge de William se noua. Elle a dit qu'elle aussi, vous lui manquiez. La lèvre d'Edith trembla, mais aucun son ne sortit. William posa la boîte entre eux. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je vous ai fait peur. Et je sais... » Il dut s'arrêter, la voix brisée. « Je sais que je n'ai pas été le père dont vous aviez besoin. Pas depuis que votre maman est partie. » Silence. Les filles le fixaient avec leurs grands yeux verts, les yeux de Catherine. « J'ai eu tellement peur après l'avoir perdue, » murmura William. « Je ne savais pas comment être ici sans elle. Je ne savais pas comment vous aider. Alors j'ai fui, j'ai travaillé. Je me suis convaincu que si je gagnais assez d'argent, si j'achetais assez de choses, si j'engageais assez de gens, peut-être que je pourrais réparer ce qui était brisé. » Marie cligna des yeux. Une larme unique glissa le long de sa joue. « Mais je ne peux pas réparer ça avec de l'argent. Je le sais maintenant. Et je suis tellement, tellement désolé. » Les épaules de Michel se mirent à trembler. Elle pleurait en silence, comme elle l'avait fait pendant 18 mois. Les yeux de William le brûlèrent. « Je ne sais pas si mademoiselle Manon reviendra. Mais je sais ceci, je ne pars plus. Je reste avec vous. Parce que vous êtes plus importante que n'importe quel contrat, n'importe quel immeuble, n'importe quelle somme d'argent au monde. » Il tendit la main lentement ouverte, attendant. Longtemps, rien ne se passa. Puis Marie lâcha les mains de ses sœurs. Elle avança à 4 pattes doucement, comme si elle ne savait pas encore si c'était sûr, et posa sa main dans celle de son père. La poitrine de William se fissura. Il la serra contre lui, et elle enfouit son visage dans son épaule, toujours silencieuse mais accrochée à lui. Puis Edith vint. Puis Michel. Elles se blottirent toutes les 3 contre lui, pleurant sans un son, leurs petits corps secoués. William les entoura de ses bras et les serra comme il aurait dû le faire depuis le début. « Je suis là, » murmura-t-il. « Je suis là maintenant.
je te le promets. » Pour la première fois en 18 mois, William Scott resta. Il ne vérifia pas son téléphone, ne pensa pas au travail, ne s'enfuit pas. Il resta simplement là, tenant ses filles et laissant tout remonter, le chagrin, la culpabilité, l'amour brûlant et déchirant pour ces 3 petites âmes qui méritaient tellement plus que ce qu'il leur avait donné. Et à cet instant, quelque chose changea. William tint parole. Il annula son voyage à Londres, repoussa ses réunions, demanda à son assistante de lui libérer son agenda pour les 2 semaines suivantes. Pour la première fois depuis 18 mois, il était à la maison. Il prépara le petit déjeuner, s'assit avec les filles pendant qu'elles mangeaient. Elles picoraient leur nourriture en silence, mais elles restaient. C'était un progrès. Le soir, il leur lut une histoire assis par terre dans leur chambre, avec un livre illustré sur les papillons, le préféré de Catherine. Les fillettes étaient assises sur leur lit, le regardant sans sourire, sans parler, mais en écoutant. Lorsqu'il eut fini, il les embrassa chacune sur le front. « Je vous aime, » murmura-t-il. « Je vous aime tellement. » Elles ne répondirent pas, mais Marie serra sa main un tout petit instant. 3 jours passèrent ainsi. William resta. Il essaya. Il fut présent à chaque repas, joua avec elle dans le jardin, s'assit auprès d'elle durant les heures silencieuses. Mais il manquait quelque chose. Les filles étaient là physiquement, mais pas vraiment présentes. Elles se déplaçaient dans la maison comme des ombres silencieuses prudentes, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un. Le 4e jour, William trouva Michel assise près de la buanderie. Elle tenait quelque chose, un petit morceau de tissu, l'une des robes magenta qu'elle portait le jour où il avait explosé. Le jour où Manon était partie. Michel la pressait contre son visage. Ses épaules tremblaient. Le cœur de William se brisa. Il s'agenouilla près d'elle. « Michel, ma puce ?» Elle ne le regarda pas, gardant simplement la robe serrée contre elle, pleurant sans un son. « Tu veux que mademoiselle Manon revienne ?» Michel hocha la tête. La poitrine de William se serra. « J'essaie, mon ange. J'essaie de la faire revenir. » Michel leva enfin les yeux. Ses yeux verts étaient rouges vides. Et William le vit, elle ne le croyait pas. Cette nuit-là, William ne put pas dormir. Il se tint dans le couloir devant la chambre des filles écoutant. Au début, rien, juste le silence. Puis il l'entendit, des murmures. Son cœur s'arrêta. Il se rapprocha, collant son oreille à la porte. « Tu crois qu'elle va revenir ?» La voix de Marie minuscule. « Je ne sais pas, » dit Edith. « Papa a dit qu'il essaie, » répondit Michel. Silence. « Mais il avait dit ça avant, » reprit Marie. Il avait dit qu'il serait plus à la maison. Il a dit beaucoup de choses. La main de William se crispa sur le chambranle. « Peut-être qu'elle ne veut plus revenir, » dit Edith, la voix cassée. « Peut-être qu'on l'a rendue trop triste. »« Ce n'est pas nous qui l'avons rendue triste, » murmura Michel. « C'est papa. » Les mots frappèrent William comme un coup de poing dans l'estomac. « Elle me manque, » sanglota Marie. « Elle me manque tellement. »« À moi aussi, dirent Edith et Michel. William resta figé, écoutant ses filles pleurer pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui les avait aimées mieux que lui, quelqu'un en qui elles avaient confiance. Il se laissa glisser contre le mur et s'assit par terre, la tête entre ses mains. Elles parlaient, mais pas à lui. Elles avaient appris à faire confiance à Manon, et lui avaient détruit cela si complètement que même maintenant même, alors qu'il essayait d'être présent, elle ne croyait plus en lui. Et peut-être avait-elle raison. Il sortit son téléphone, fixa l'écran. Il pouvait appeler n'importe qui, résoudre n'importe quel problème, mais pas celui-là. On ne pouvait pas l'acheter, ni le négocier, ni le contrôler. Il avait passé sa vie à bâtir des empires, à gagner des contrats, à avoir toujours 3 coups d'avance.
Mais il avait perdu la seule chose qui comptait. Pas par manque d'argent, mais par manque d'amour, de temps de présence. William resta dans ce couloir sombre, écoutant ses filles pleurer pour quelqu'un d'autre. Et enfin, il comprit. Il ne pouvait pas réparer ça seul. Il avait besoin de Manon. Pas parce qu'elle était pratique, ni parce qu'elle était douée dans son travail. Parce que ses filles avaient besoin d'elle, et peut-être que lui aussi. Il se leva lentement, s'essuya le visage et prit une décision. Demain, il retournerait à Aubervilliers. Et cette fois, il ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas dit oui. William se présenta chez la sœur de Manon le lendemain matin. Ce n'était pas 7 jours plus tard, à peine 4. Mais il ne pouvait plus attendre. Il frappa, attendit le cœur battant. La sœur de Manon ouvrit la porte. Elle parut surprise, puis contrariée. Elle a dit une semaine. « Je sais, mais j'ai besoin de lui parler, s'il vous plaît. » La femme le fixa un long moment, puis elle appela par-dessus son épaule. « Manon, il est encore là. » Des pas approchèrent. Manon apparut les bras croisés. Elle semblait épuisée comme si elle n'avait pas dormi non plus. « Ça ne fait pas une semaine, Monsieur Scott. »« Je sais. Je suis désolé, mais je... » Sa voix se brisa. « Je les ai entendus hier soir. » L'expression de Manon changea. « Entendu qui? »« Mes filles. Elles parlaient dans leur chambre, entre elles. » Les mains de William tremblaient. « Elles parlent de nouveau, mais pas à moi. Elles ne me font plus confiance, et je ne peux pas leur en vouloir. » Les bras de Manon se détendirent légèrement. « Elle pleurait pour vous, » continua-t-il d'une voix rauque. « Elle demandait si vous alliez revenir. Elle disait que vous leur manquiez. Et j'étais là derrière la porte, en train d'écouter. Et j'ai compris quelque chose. » Il chercha ses mots. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas les réparer. Je ne peux même pas les atteindre parce qu'elles ne me croient plus. Et le pire, c'est qu'elles ont raison. » Manon ne dit rien. Elle le regardait seulement. Je pensais que si je me présentais, tout irait mieux, qu'être là suffirait. Mais non, parce que je leur ai appris pendant 18 mois que je ne restais pas, que je partais, que mon travail était plus important qu'elles. Sa voix se brisa. Et maintenant, elles attendent juste que je reparte. Une larme glissa sur sa joue. Il ne l'essuya pas. J'ai besoin de vous, Manon. Pas parce que je vous paie, pas parce que vous êtes douée, parce que mes filles ont besoin de vous. Et moi, il avala difficilement. J'ai besoin que vous m'appreniez à être le père qu'elles méritent, parce que je n'en ai aucune idée. Les yeux de Manon brillèrent. S'il vous plaît, murmura William. Je ne vous demande pas en tant qu'employeur. Je vous demande en tant qu'homme qui a perdu tout ce qui compte et qui ne sait pas comment le récupérer. Le silence s'étira entre eux. Finalement, Manon parla sa voix douce. « Qu'en est-il de votre réunion à Londres? Je l'ai annulée. Et le contrat à Singapour reporté. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il faudra. » William la regarda droit dans les yeux. « Je me fiche de perdre chaque contrat, chaque immeuble, chaque euro. Rien de tout cela ne compte si je les perds elles. » Manon étudia longuement son visage, cherchant quelque chose. La sincérité, la vérité, un changement. Enfin, elle expira lentement. « Si je reviens, vous devez comprendre une chose. Il ne s'agit pas de les réparer. Il s'agit de les aimer, d'être là chaque jour, même quand c'est difficile, même quand elles te repoussent, même quand tu as l'impression d'échouer. Je sais. Et tu ne peux pas faire ça à moitié. Tu ne peux pas être présent pendant quelques semaines, puis retourner à ta vieille vie quand tout redeviendra confortable. Je ne le ferai pas, je te le jure. » Manon baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers lui. « Je reviendrai, mais pas aujourd'hui. » Le cœur de William se serra. « Donne-moi encore 2 jours, dit-elle doucement.
j'ai des choses à terminer ici. Et toi, tu dois dire aux filles que je reviens. Elles doivent l'entendre de toi. Elles doivent savoir que tu es venu me chercher, que tu t'es battu pour ça. » William hocha la tête, le soulagement l'envahissant comme une vague. « Merci, merci Manon. » Elle fit un pas vers lui, sa voix plus ferme. « Ne me remercie pas encore, monsieur Scott. Le plus difficile commence maintenant. » William rentra chez lui avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Pas seulement de l'espoir un but. Il trouva les filles dans la salle de jeu, assises ensemble, toujours silencieuses. Il s'agenouilla devant elles. « J'ai quelque chose à vous dire. » 3 paires d'yeux verts se levèrent. « Je suis allé voir mademoiselle Manon aujourd'hui, et elle revient. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Edith se redressa. Les lèvres de Michel s'ouvrirent. « Dans 2 jours, elle sera ici. Et cette fois... » La voix de William s'épaissit d'émotion. « Cette fois, je ferai en sorte qu'elle reste, parce que moi aussi je reste. » Pour la première fois depuis des jours, il vit quelque chose frémir sur leur visage. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être une possibilité. 2 jours semblèrent une éternité. William tint parole. Il resta à la maison, prépara le petit déjeuner, lut des histoires, s'assit avec les filles, même lorsqu'elles ne répondaient un pas. Mais il le voyait dans leurs yeux, elles attendaient. Elles retenaient leur souffle. Elles avaient peur d'espérer. Le matin du 2e jour, William se leva très tôt. Il prépara des crêpes comme Catherine le faisait autrefois. Il dressa la table, appela les filles pour le petit déjeuner. Elles descendirent lentement encore en pyjama encore, en se tenant la main. « Mangez mes chéris, » dit-il doucement. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial. » Marie le regarda. « Mademoiselle Manon vient. » La poitrine de William se serra. C'était la première fois qu'elle lui adressait la parole directement depuis des semaines. « Oui, ma puce, elle rentre à la maison. » Manon arriva à midi. Martha ouvrit la porte. Les 2 femmes se serrèrent dans les bras, comme de vieilles amies. « Elles t'attendent à la fenêtre depuis ce matin, » murmura Martha. Manon hocha la tête, les yeux déjà humides. Elle traversa le couloir. Son cœur battait fort. Elle entendait la voix de William depuis le salon, calme, posé, en train de lire aux filles. Elle s'arrêta sur le seuil. Les fillettes étaient assises sur le canapé, une à chaque côté de William. Il tenait un livre ouvert sur ses genoux. Elles ne regardaient pas les pages, elles fixaient l'entrée. Elles attendaient. Manon apparut. « Coucou, mes petites chéries. » Le temps s'arrêta. Les yeux de Marie s'agrandirent. « Mademoiselle Manon. »« Mademoiselle Manon. » La voix d'Edith se brisa sous l'émotion. Michel sauta du canapé. « Tu es revenue. » Elles coururent toutes les 3. Elles se jetèrent sur Manon avec une telle force qu'elle faillit tomber en arrière, mais elle les rattrapa, les entoura de ses bras et les serra très fort. Elle pleurait, parlait toutes en même temps des mots dévalants comme une digue qui cède. « On croyait que tu étais parti pour toujours. Tu nous as tellement manqué. Papa a dit que tu venais, mais on avait peur que tu ne reviennes pas. » Manon tomba à genoux, les gardant contre elle. « Je suis là, mes bébés. Je suis là. Vous m'avez manqué chaque jour. »« Tu restes ?» demanda Marie, en se reculant le visage trempé de larmes. « Tu ne vas plus partir ?» Manon leva les yeux. Son regard croisa celui de William, toujours assis, des larmes coulant librement sur son visage. Il hocha la tête. Une seule fois, Manon regarda de nouveau les filles. « Je reste, je vous le promets. » Michel enfouit son visage dans l'épaule de Manon. « On t'aime. »« Moi aussi, mon cœur. Moi aussi, tellement. » William observait depuis l'autre côté de la pièce. Il ne bougea pas, n'interrompit rien.
Il regardait simplement ses filles revenir à la vie dans les bras de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, il n'était pas jaloux. Il était reconnaissant. Parce que c'était ça l'amour. Le vrai. Celui qui ne demande pas de crédit, qui n'a pas besoin de reconnaissance. Celui qui se contente d'être là et de rester. Après un long moment, Manon leva les yeux vers lui. « Monsieur Scott. » William se leva, marcha lentement vers elle. Manon poussa doucement les filles vers lui. « Votre papa s'est battu très fort pour me faire revenir. Il est venu me chercher. Il n'a pas abandonné. » Marie leva les yeux vers William. Vraiment. Elle le fixa. « Tu l'as fait. » William s'agenouilla à côté d'elle. « Oui, je l'ai fait parce que je vous aime. Et j'ai enfin compris que vous avez besoin de personnes qui se montrent. Pas de personnes qui envoient de l'argent ou qui achètent des choses. De personnes qui restent. » Edith tendit la main et prit la sienne. Puis Marie prit son autre main. Michel entoura son cou de ses petits bras. Et William Scott, l'homme qui avait bâti un empire, qui avait signé des contrats de millions, qui avait conquis Paris, s'effondra complètement. Il serra ses filles dans ses bras et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de Catherine. Manon posa doucement une main sur son épaule. Un geste tendre. Une promesse silencieuse. On va traverser ça ensemble. Ce soir-là, la maison était différente, plus vide, plus silencieuse. Les filles étaient dans la cuisine avec Manon, l'aidant à préparer le dîner riant, parlant, chantant, en remuant les casseroles. William se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant. Et pour la première fois depuis 2 ans, il ressentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, la paix. 6 mois plus tard, la maison n'était plus jamais vide. William avait restructuré toute sa vie. Il travaillait 3 jours par semaine depuis la maison. Plus de journées de 16 heures. Plus de voyages en pleine semaine scolaire. Il connaissait maintenant les enseignants des filles, les prénoms de leurs amis, les chansons qu'elles inventaient, les jeux qu'elles aimaient. Il était là à chaque petit déjeuner, chaque dîner, chaque histoire du soir, chaque cauchemar, chaque bonne journée comme chaque mauvaise. Il était là, et lentement, très lentement, ses filles apprirent de nouveau à lui faire confiance. Manon n'était plus seulement la gouvernante. Elle était de la famille. Les filles l'appelaient Tata Manon. Elle dînait avec eux, fêtait les anniversaires, priait avec elle avant de dormir. Et William apprenait d'elle comment écouter sans vouloir réparer, comment être présent sans vouloir contrôler, comment aimer sans condition. Un samedi soir, alors que le soleil se couchait, Manon et les filles étaient agenouillées dans la terre, en train de planter quelque chose les mains couvertes de terre, leur rire flottant dans l'air tiède. William s'approcha. « Qu'est-ce qu'on plante ?» Michel leva les yeux, le visage illuminé. « Des tournesols, papa. »« Des tournesols. » Marie hocha la tête. Tata Manon a dit que maman les adorait. William s'agenouilla près d'elle, la gorge serrée. Oui, elle les aimait beaucoup. Edith enfonça soigneusement des graines dans la terre. Pourquoi elle les aimait, papa? William regarda Manon. Elle lui sourit doucement, l'encourageant du regard. Il se tourna vers ses filles. Votre maman disait toujours que les tournesols se tournent toujours vers la lumière. Peu importe l'obscurité, ils continuent de chercher le soleil. Elle disait, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Toujours se tourner vers la lumière. Comme nous, murmura Marie. Les yeux de William le brûlèrent. Oui, mon trésor, comme nous. Soudain, Michel pointa le ciel du doigt. Papa, regarde. Un papillon jaune s'était posé sur l'un des sachets de graines. Les fillettes se turent, l'observant les ailes du papillon s'ouvrant et se refermant lentement dans la lumière déclinante. « C'est maman », chuchota Michel. « Hein,
La voix de Manon fut douce. « Oui, ma chérie, c'est elle qui veille sur vous. Elle est si fière de la force que vous avez trouvée. » Le papillon s'envola, décrivit un cercle, puis partit vers le soleil couchant. Marie prit la main de William. « Tu crois qu'elle sait qu'on va bien maintenant? » William la serra contre lui. Il serra les trois dans ses bras, sa voix épaisse d'émotion. « Je crois qu'elle le sait. Je crois qu'elle nous a regardés tout ce temps, en attendant qu'on retrouve notre chemin. » Edith leva les yeux vers lui. « Tu restes papa, vraiment? »« Je reste, ma puce. Je te le promets. Je ne partirai plus. Jamais. » Michel posa sa tête contre sa poitrine. « Je suis contente que mademoiselle Manon soit revenue. Moi aussi, mon cœur, moi aussi. » William regarda Manon au-dessus des petites têtes blondes. Elle essuyait discrètement des larmes. Il articula silencieusement « Merci ». Elle secoua doucement la tête. « Non, remercie Dieu. » Et William comprit. Ce n'était pas à propos de lui, ni de Manon, ni même seulement des filles. C'était une question de grâce. La grâce qui apparaît quand on est brisé. Celle qui entre dans le silence et en tire des chansons. Celle qui ne renonce jamais, même quand on a renoncé à soi-même. Le soleil disparut derrière l'horizon. Le jardin baignait dans une lumière dorée. Et pour la première fois depuis la mort de Catherine, William Scott se sentit entier. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'il se trouvait enfin là où il devait être présent, reconnaissant chez lui. Marie leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. « Les tournesols vont pousser, hein, papa? » William embrassa le sommet de sa tête. « Oui, ma chérie. Ils vont pousser, et quand ils le feront, ils se tourneront vers la lumière. Comme ta maman disait. »« Comme nous, » répéta Edith. « Comme nous, » murmura William. Et à cet instant, entouré de ses filles, debout à côté de la femme qui les avait tous sauvés, William comprit enfin ce que sa femme avait essayé de lui apprendre depuis le début. La vraie richesse n'est pas ce que l'on construit, c'est ce que l'on devient. Et la chose la plus précieuse dans cette vie n'est ni le succès, ni l'argent, ni le pouvoir. C'est l'amour qui reste, même dans le silence. Même dans l'obscurité, l'amour qui reste. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, 26.